Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Cherchez la femme, une expression de la littérature populaire que vous avez adaptée au thriller en créant une héroïne sans peur et sans autre reproche que la perspective de passionner plusieurs millions de lecteurs. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Alors, je vous ai déjà accueilli dans les clés d'une vie pour parler de vos romans précédents. Et là, il y en a un nouveau chez XO, Lucia, un thriller absolument passionnant dont on va parler. Mais vous avez une vie tellement remplie que je me suis dit qu'il y avait encore plein de choses à dire sur votre parcours. Ah si, vous allez voir, avec des dates comme d'habitude. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 5 janvier 64. Alors c'est indirectement lié à vous, c'est le début de ce feuilleton à la télévision. Les incorruptibles, car vous avez été un incorruptible, Bernard Minier. Oui, enfin, je suis pas spécialement fier, mais oui, je faisais partie d'une petite bande quand j'étais adolescent, enfin pré-adolescent, et on s'était baptisé les Incorruptibles, en référence à la fameuse série avec Robert Stack dans le rôle d'Eliot Ness. Magnifique. Et on prétendait faire régner l'ordre dans le quartier. En même temps, le quartier était quand même très très calme. Donc il n'y avait pas beaucoup de travail. Voilà, c'était, je crois, à Montrejeau. Oui, Montrejeau. Oui. Où vous avez grandi. Et d'ailleurs, on trouve au cimetière de Montrejeau, près de la croix centrale, la copie exacte d'un modèle réduit du cénotaphe érigé en 1810 qui recouvre le tombeau du Christ. Je ne sais pas si vous le savez. Ah ben pas du tout. Vous venez de me l'apprendre. Voilà, c'est un monsieur qui était juif converti au catholicisme qui a fait cette reproduction pour enterrer sa femme. D'accord. Et c'est la seule reproduction qu'on trouve dans le monde. C'est la seule émission où, quand je viens, j'apprends des choses sur ma propre vie. Et des choses vraies, j'espère. Alors, ce feuilleton, Les Incorruptibles, ça vous a marqué, Bernard Minier ? Déjà c'était formidablement bien fait pour l'époque, avec des acteurs qui n'étaient pas les plus célèbres, mais qui incarnaient leur personnage, et puis et c'était la loi et l'ordre. En fait, c'était le côté la droiture du personnage que Robert Stack incarnait parfaitement. C'était c'était vraiment le héros tel qu'on le concevait à l'époque. Alors moi, j'étais aussi lecteur de Bob Moran et plein d'autres choses. C'était le héros parfait, quasiment, et c'était une espèce de modèle qu'on avait, moral, éthique. C'était assez fascinant. Voilà. Il y a eu 118 épisodes qui sont passés aux États-Unis, et le feuilleton est venu en France par hasard, parce que la deuxième chaîne qui venait de se lancer cherchait un feuilleton d'urgence, et ils ont pris Les Incorruptibles sans imaginer le succès que ce serait. Ah, ils ont bien fait. Et alors, il y avait une chose très importante, c'est la première fois qu'il y avait un prologue à un feuilleton, et qui donnait le rythme au feuilleton. Et ça, je crois que c'est très important pour vous, le rythme. Et le prologue, bien sûr, aussi, également. Oui, parce que le thriller, tout est une question de rime dans le thriller. Je me souviens d'une phrase d'Italo Calvino sur les Métamorphoses. Il dit, c'est le poème de la rapidité. Tout doit s'y succéder à un rythme serré, puisque les Métamorphoses font partie du roman Lucia. Et en fait, ça pourrait être un des 10 commandements du thriller. Il faut que ça aille vite, il faut que les scènes s'enchaînent et que ça soit rythmé. Voilà, c'est ce que vous avez toujours appliqué. Oui, c'est pas une recette non plus, parce qu'il faut faire attention à pas tomber dans une sorte de routine. J'étais fonctionnaire dans une autre vie, la routine, ça me connaît un peu. Oui. Maintenant, je fais attention à rester créatif, à inventer tout le temps, mais néanmoins, on est dans un cadre particulier qui est celui du thriller. Voilà. Et pour votre information, pour votre culture, vous regardez beaucoup de séries sur Netflix et autres, Bernard Minier. Oui, je trouve qu'elles sont de plus en plus créatives, tous les thèmes sont abordés. Il y a vraiment, je trouve aujourd'hui que la télé, en tout cas cette télé-là, celle des séries, est même plus créative que le cinéma. On voit vraiment qu'ils ont beaucoup d'audace, ils ont peur de rien, ils s'attaquent à tous les sujets. Et en plus, on a des acteurs et surtout des scénaristes qui font un boulot formidable. Oui, et vous savez en quelques minutes si vous allez suivre la série jusqu'au bout. Oui, je pense que c'est la même chose pour les livres, en fait. C'est pour ça que mes prologues, je fais tellement attention à mes prologues et j'essaie qu'ils soient aussi forts que possible, parce que aujourd'hui, on est quand même dans une civilisation, on a tendance à zapper très vite et à passer très vite à autre chose. Et donc, oui, moi, il faut vraiment que ça me happe dès le départ. Alors, il se trouve que je me suis un peu renseigné parce que il y a tellement de choses sur Netflix qu'on a oublié quelle était la première série créée par Netflix. Eh ben, c'était House of Cards, qui traitait de la trahison, de la manipulation du pouvoir. Et qui est une de mes séries préférées, qui est restée, pas les dernières saisons, mais les 2 ou 3 premières saisons sont absolument extraordinaires, avec là encore une écriture scénaristique et surtout un sens du dialogue. Moi, il y a plein de punchlines dont je me souviens. Je me souviens du personnage de House of Cards, Frank Underwood, disant à un moment donné, concernant les députés américains, enfin l'équivalent,
La compétence est un oiseau tellement exotique dans ces contrées que je me réjouis quand j'en vois un. Je trouve ça merveilleux. Alors, enfant, c'était plutôt Bob Moran que vous lisiez. C'est que Bob Moran est né par hasard, c'est-à-dire que les éditions Marabout cherchaient à lancer une collection pour les jeunes. Ils trouvent par un copain Charles-Henri Dosvim, qui devient Henri Verne, qui écrit Les Conquérants de l'Everest, et après un roman à partir d'un fait divers, La Vallée infernale, et il a été surpris par le succès. Il était déjà reparti au bout du monde et il devait écrire un second roman dans le mois qui suivait. Mais Bob Moran, c'est toute mon enfance. Bob Moran, c'est merveilleux. Et puis en plus, il en écrivait. Et Henri Verne, comme vous le savez, il est mort à 102 ans. Il écrivait encore. Il a écrit plus de 200 bouquins. Il en sortait 5 ou 6 par an, je crois. Enfin, c'est quelque chose de colossal. Et comment avez-vous découvert enfant ces romans et comment ça vous a marqué, Bernard Minier? Parce qu'en fait, à Montrégeau, il y avait quand même une petite librairie et une maison de la presse. Et il y avait 2 tourniquets de livres. Et sur ces 2 tourniquets de livres, à part les Bob Moran, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Oui. Donc en fait, tous mes copains et moi, quand on lisait des Bob Moran. On avait tous des Bob Moran dans les armoires. Et ça vous a marqué? J'ai déjà ce qui m'a marqué. J'en ai relu assez récemment, juste pour voir un peu. Je pensais être déçu. Je pensais que ça serait épouvantablement écrit. Et en fait, c'est pas si mal écrit que ça, justement. Et d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que des fois, il y a un vocabulaire, il y a certaines audaces qui, à mon avis, des mots qu'on ne comprenait pas quand on avait 10 ans, mais on s'en fichait, on passait au mot suivant. Et oui, je pense que j'en ai gardé ce goût du rythme, de la rapidité, des choses un peu serrées. Et en même temps, dans Bob Moran, il y a pas mal de descriptions, curieusement, pour de la littérature qui était destinée à des préados et à des ados. Voilà. Et surtout, il écrivait d'une traite presque sans se relire, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, ce que vous ne pouvez pas imaginer, Bernard Minier. Non, du tout. Moi, c'est pas du tout mon genre. Mais en même temps, il écrivait bien. Alors, il y a eu aussi des adaptations en BD, et la BD fait partie aussi de votre univers. Oui, je suis un fan de BD depuis tout jeune, depuis Edgar P. Jacob, depuis Tintin, depuis Lucky Luke, depuis voilà, plein de choses, William Vance, etc. Et je m'intéresse aussi à la BD contemporaine, en particulier la BD indépendante américaine, où il y a quand même des choses très des gens comme Frank Miller, comme quelque chose comme Jimmy Corrigan, qui a eu le Grand Prix Angoulême il y a quelques années, qui est là c'est pareil, la BD aujourd'hui aborde à peu près tous les sujets, un peu comme les séries, s'attaque après, et c'est devenu quelque chose d'assez sérieux. Il y a de la BD pour la jeunesse, et puis il y a vraiment des romans graphiques pour les adultes. On a vraiment, la BD c'est vraiment diversifié par rapport à ce que c'était peut-être quand j'étais plus jeune. Oui, mais en même temps vous lisiez avec passion ces séries. Le journal Tintin a été un grand succès entre 46 et 79, et puis après, quand Hergé est mort, son secrétaire Alain Barrand, à qui il avait donné toute sa confiance, a expliqué très sérieusement qu'il correspondait avec Hergé par l'étape tournante, et que Hergé avait donné l'ordre d'arrêter le journal. Et le journal s'est arrêté à cause de ça, sinon il serait encore là aujourd'hui. J'espère qu'il a convaincu tout le monde avec ça. Pas vraiment, non. Il a été viré ensuite. Vous avez vous-même écrit une BD, d'ailleurs, je crois, à 15 ans. Oui, 15 ou 16 ans, oui. J'avais participé à un concours de la première chaîne de télévision, je sais pas comment elle s'appelait à l'époque. Et c'était une petite BD de 8 pages qui s'appelait Les Métallozoïdes. C'était de la science-fiction. C'était outrageusement pompé pour les cadres sur Drouillet, qui était une de mes idoles. Dans les années 70, pour le dessin, c'était plutôt, je regardais plutôt vers le premier Bilal qui débutait vraiment, et vers Moebius. Voilà, mais avec évidemment pas le talent des uns et des autres. Mais c'était une histoire que vous pourriez reprendre aujourd'hui. Vous vous souvenez, c'était né comme ça? Oh, je pense que ça serait compliqué. Il faudrait que je me mette à la SF déjà. L'histoire, je m'en souviens à peu près. Oui, c'est un espèce d'explorateur de l'espace qui atterrit sur une planète où il y a que des cimetières d'aéronefs, donc des décharges métalliques, et qui cherche désespérément une ville. Et quand il arrive dans cette ville, il voit qu'elle est elle-même entièrement rongée par des sortes les métallozoïdes, des sortes de créatures, de chenilles qui mangent le métal. Et à la fin, on voit son corps, et il était lui-même en fait un robot, donc il a été dévoré à son tour. Voilà, c'était l'histoire. Oui, mais il faut imaginer ce genre de choses, même quand on a 15 ans. Ah bah, on a plein d'imagination quand on a 15 ans. Mais vous aviez déjà envie d'écrire? Oui, bah j'écrivais déjà des petites histoires à droite à gauche, oui. Et vous avez fini 3e de ce concours? Je crois bien que c'est ça, oui, en effet. Oui. C'est déjà pas mal. Oui, alors je sais pas s'ils ont vu le plagiat outrageux de Moebius et de Drouillet, peut-être pas, je sais rien. Ben, en tout cas, Moebius et Drouillet ont été trouvés par Goscinny dans Pilote, juste avant qu'ils ne partent. Il a cru vraiment en eux, et il s'est pas trompé. Ah bah c'est les 2 plus grands créateurs de la bande dessinée des années 70, pour moi, c'est des génies graphiques. Oui, mais à l'époque, c'était pas des génies pour les gens, c'était révolutionnaire, on n'y croyait pas trop. Oui, mais les gens qui sont en avance sur leur temps sont toujours des incompris. Et puis ensuite, vous avez découvert, je crois, San Antonio, et ça vous a marqué aussi, Bernard Minier. Oui, ça m'a aussi valu de redoubler ma 4e, parce qu'en fait, je passais mon temps à lire les San Antonio dans mon lit en loose day,
Et non, mais c'est une histoire vraie en plus. Et le médecin de famille qui m'a examiné quand ma mère lui a expliqué que je dormais tout le temps, alors que je dormais pas du tout, a diagnostiqué une maladie du sommeil. Du coup, j'ai été arrêté pendant 3 mois et ça m'a valu de redoubler. Voilà mon souvenir San Antonio. Mais non, San Antonio, c'est formidable. Frédéric Dard était un génie aussi de la langue, une langue d'une verte, une langue inventive. Moi, je me souviens de toutes ces phrases qu'il avait, et je me souviens de celle-ci. Il disait le mariage est soit une corne d'abondance, soit une abondance de cornes. Mais il avait un génie. Il se mettait devant sa machine à écrire tous les matins. Il en avait 3, une par maison, et avec des boules. Et ça sortait. Il n'y avait jamais une rature. Et moi, je sais pas comment ces gens-là faisaient. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. C'est extraordinaire. Vous savez comment est né le nom de San Antonio ? Non, mais dites-moi. Il cherchait un nom américain, il ouvre un atlas et il voit à États-Unis, il ferme les yeux et pose son crayon sur une ville, San Antonio. Et c'est comme ça que c'est né. C'est fou, hein. Magnifique. Il a fait un roman, Réglez-lui son compte, sans imaginer qu'il en ferait 200 derrière. Oui, et puis il y avait aussi les romans de Frédéric Dard, qui étaient très très noirs d'ailleurs, hein, où San Antonio n'était pas présent, qui était d'une noirceur absolue. Voilà, il aurait pu faire un excellent auteur de thriller comme vous. Ah, mais il était bon dans tous les domaines. Ouais. Et vous aussi, vous êtes bon. D'ailleurs, on en parle avec une autre date importante pour vous, le 18 octobre 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Minier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Minier. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvelle héroïne, Lucia, avec ce thriller qui paraît chez XO Éditions. Et on vient à la date du 18 octobre 2011. Je crois que c'est votre premier prix à Cognac. C'est ça, c'était pour Glacé. Exactement. Et c'est le festival de Cognac et vous recevez un trophée de 2 kilos, je crois. Ah oui, 2 ou 3 même. Oui, un énorme P en bronze, voilà, qui est magnifique et que du reste, je tenais à l'envers devant les photographes. Oui, on voit les photos sur Internet. Et c'est le prix Polar du meilleur roman francophone. Ça a dû être une surprise pour vous. Oui, je m'y attendais pas du tout. Et en plus, c'est un prix, je veux dire, dès qu'il était décerné, il y avait une dépêche AFP qui circulait partout. Donc ça avait une audience considérable. Et oui, ça a été quelque chose qui est de très important dans ma carrière. Oui, parce que ça a été le premier prix que vous ayez reçu. C'est ça, oui. Et ça a changé votre vie ? C'est déjà le fait d'être publié, ça a déjà été une première étape, donc quelques mois plus tôt. Et en effet, le prix, alors on avait déjà, le livre a déjà rencontré son public, hein, mais néanmoins le prix de Cognac, ça a été le 2e étage de la fusée. Voilà, il se trouve que c'est le festival du polar, qu'il ne faut pas confondre avec le festival du film policier qui était juste avant, qui a duré pendant des années, où Claude Chabrol et Terence Young avaient leurs habitudes. Il y avait aussi Roger Borniche qui était là à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Roger Borniche. Bien sûr. Qui est mort à 101 ans et qui a écrit Flick Story et d'autres choses, et qui était un bavard intarissable. Quand il commençait à vous raconter l'histoire du Grand Jaune, il y en avait pour 3 heures. Et qui était une célébrité dans les années 80. Oui, bien sûr. Et ce sont des gens qui ont beaucoup apporté au polar aussi. Car avant de faire du thriller, le polar vous a intéressé. Oui, en fait, moi je suis arrivé sur le roman policier assez tard. Je lisais plein d'autres choses que du roman policier. Mais j'avais lu évidemment Conan Doyle, Simenon, Edgar Poe. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à Annie Mankell, qui était entre le thriller et le roman noir, il faut bien dire, qui est un formidable auteur suédois. Mais avant ça, il y a Camus, le néopolar, c'était les Manchettes, les Fajardi, les ISO, tous ces gens-là qui ont révolutionné le genre. Puisqu'au départ, la série noire était une série qui ne faisait que traduire des auteurs américains, plus ou moins bien du reste. Et petit à petit, il y a des auteurs français qui se sont imposés. Finalement, un peu comme aujourd'hui, il y a 10 ans, les têtes de gondole, c'était Harlan Coben, c'était Michael Connelly. Et aujourd'hui, c'est mes confrères Franck Tillier, Michel Bussy, moi. Voilà, on a pris, comme à l'époque, on a pris le pas sur les Américains. Voilà, mais ça aussi, ça a été un déclic pour vous pour aller vers le thriller. C'est-à-dire que en réalité, Glacé était plutôt un exercice de style. Je voulais voir si j'étais capable d'écrire un roman policier. Et donc j'en ai lu quelques-uns en effet avant de me lancer pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Alors au moment du premier prix à Cognac, Bernard Minier, vous dites que vous avez des liens avec Cognac. Oui, lesquels? Justement, vous ne le dites pas dans l'interview. Ah non, mais parce que le lien avec Cognac, c'est que je suis retourné à Cognac périodiquement et je suis la seule personne à avoir eu 2 fois ce prix-là. Oui. Voilà, donc c'est ça, le lien qui s'est créé entre ce festival et moi, c'est que je crois être le seul à avoir été récompensé 2 fois. Plus j'ai eu aussi le prix des bibliothèques de Cognac, donc ça fait 3 prix en tout et pour tout, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et puis XO, je vous ferai remarquer que c'est aussi un standard de Cognac. Exact. Et naturellement, on repart de là-bas avec des bouteilles de Cognac.
Cognac. Ah bah bien sûr, c'est l'idée. Et d'ailleurs, le jour où vous avez reçu votre deuxième prix, je crois que c'était en 2015, il y avait ce cinéaste qui recevait un trophée d'honneur. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une actrice que je ne peux pas citer qui, lorsqu'elle était metteur en scène... Jean-Pierre Mocky. Bien sûr. Il était là avec vous? Oui, tout à fait, je m'en souviens. Oui. Personnage étonnant. Ah oui, incroyable. Et qui a travaillé avec Frédéric Dard d'ailleurs. Et il y a aujourd'hui un prix Jean-Pierre Mocky qui recommande un court-métrage, selon le vœu du cinéaste disparu, un prix décerné à un film barré, dérangeant, insolent, irrévérencieux, loufoque et foutraque. Donc comme Jean-Pierre Mocky. Exactement. Alors au départ, quand ce premier livre est né, finalement, vous pensiez que ce serait le dernier? J'avais pas du tout prévu de faire carrière, j'avais pas du tout prévu d'écrire un deuxième roman avec Martin Servaz, mon personnage fétiche. C'était vraiment, comme je l'ai dit, un exercice de style et ma foi, j'attendais voir ce qui se passait. Mais oui, jamais de la vie, je me serais imaginé ce qui se passe aujourd'hui. Et Glacé, vous l'aviez écrit pendant les week-ends? Et les vacances, ouais. C'est ça. Ouais, pendant que les autres allaient à la plage, moi je me mettais devant mon ordinateur. Et on vous prenait pour un fou? Vous aviez envie de faire ça? Bah j'ai toujours écrit. Enfin, j'écris depuis très très longtemps, mais je sais que dans ma famille et ma belle famille, personne ne me prenait vraiment au sérieux. Alors maintenant, peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus. Ça veut dire aussi, pour écrire ces romans, beaucoup de documentation en préalable. Oui, parce que je tiens à ce que ça soit vrai. Je veux que les rues soient vraies, je veux que les lieux que je décris soient vrais, je veux que mes personnages soient vrais, parce que c'est à partir de là que les lecteurs vont les suivre. Et au fond, la formule est bien connue, la fiction, le roman, c'est un mensonge qui dit la vérité, mais pour dire la vérité, il faut quand même savoir de quoi on parle. Voilà. Et finalement, vous n'avez pas fait d'école de scénario, parce que c'est très à la mode. Vous avez appris ça sur le terrain en lisant les autres, Bernard Minier. Oui, je pense que c'est la meilleure école. Oui, alors c'était très à la mode aux États-Unis, les ateliers d'écriture, et ça commence à le devenir ici. Après, moi, j'ai regardé un peu ce qui se fait sur Internet. Très souvent, ce sont des cours qui sont donnés par des gens qui eux-mêmes n'ont pas rencontré quelque succès que ce soit. Oui. Donc je me demande quelle est leur légitimité exacte pour apprendre aux autres à faire ce qu'eux-mêmes sont pas parvenus à faire. C'est un peu étrange. Oui, mais écrire justement, ça ne s'apprend pas, c'est instinctif. Oui, après il y a des techniques quand même. Oui. D'ailleurs, du reste, j'ai moi-même un masterclass sur un site qui s'appelle The Artist Academy où j'explique aux auteurs débutants quelles sont les techniques en question. Après, une fois qu'on les a maîtrisées, il faut s'en affranchir si on veut être un peu créatif, mais il faut déjà les connaître. Voilà. Et ces techniques, vous les avez appris en lisant les autres. Exactement, en étudiant, en scrutant, en essayant de comprendre comment ça fonctionnait, bien sûr. Et alors, je crois que même à l'école, votre matière forte, c'était le français, Bernard Minier. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. J'ai été le chouchou, en quelque sorte, des professeurs de français. Vous aviez le sens de la concision, ce qui n'était pas évident dans votre classe. Ah oui, oui, et puis j'avais le sens du verbe, du mot. Alors pour un professeur de français, quand il y a un élève comme ça au milieu des autres qui est plus attentif et qui est peut-être un petit peu plus doué, c'est quand même très pratique parce que on sait toujours que c'est lui qui va lever la main. Voilà. Et en même temps, vous pensiez devenir écrivain à l'époque? Vous le disiez au prof de français? Ouais, j'y songeais déjà. Oui, j'ai toujours rêvé d'être écrivain en fait. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Alors que dans votre famille, on vous imaginait Bernard Minier ingénieur. C'est ça. Il faudrait que mon père, en réalité. Mon père a eu une vie très riche. Il a d'abord été dans les FFI à la fin de quand il avait 20 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et après il a été meilleur ouvrier de France. Mais comment c'est né ça? Pourquoi? Et après il est devenu professeur, mais professeur d'enseignement technique, et il me rêvait ingénieur en effet. Un meilleur ouvrier de France, j'ai vu ça, c'est incroyable. Oui, en ferronnerie, bien sûr, oui, pour un portail qui doit se trouver dans un ministère quelque part. Et ah oui, mais de toute façon, moi j'ai plein de médailles à la maison et c'est pas les miennes, c'est les siennes. Et quand vous avez dit que vous ne vouliez pas être ingénieur, ça a pas plu? Au départ, j'ai voulu faire plaisir, donc j'ai commencé par aller dans un lycée technique, ce qui a fait pousser des cris d'orfraie à tous mes professeurs de français. Mais ça a pas très bien marché, non. Et pas du tout même. Oui. Non, j'étais un peu cancre à une certaine époque. Voilà, c'est pour ça que vous êtes rentré dans l'administration des douanes en faisant le concours. Oui, après une année en Espagne où j'ai vécu un peu à la cloche de bois et il fallait bien gagner sa vie. Alors, il se trouve que vous êtes mis en congé pour écrire votre premier livre après la sortie, mais vous pensiez retourner dans les douanes immédiatement ou presque. Oui, suite à l'avaloir de mon éditeur, j'avais calculé, j'avais pris très exactement 9 mois de disponibilité, comme une grossesse.
Et 6 mois avant la publication du livre et 3 mois après pour voir un peu ce qui se passait. Et boum, le livre a marché tout de suite. Et donc du coup, j'ai eu une nouvelle proposition de mon éditeur avec un nouvel avaloir. Et j'ai pu reprendre une autre disponibilité. Et finalement, je suis jamais retourné dans les douanes. Et parmi les prix qui vous ont touché, Bernard Minier, il y a le prix de l'embouchure. Oui, qui est un prix décerné par les policiers de toulousains. Et je les connais bien, les policiers toulousains, évidemment, avec mon personnage Martin Servaz, qui est au SRPJ de Toulouse. Donc oui, ça me fait particulièrement plaisir. C'est-à-dire que vous avez été considéré comme le meilleur polar régional de l'année par eux. Et surtout, vous êtes fait des amis dans la police, ce qui n'est pas évident au départ. Oui, après, quand on est romancier, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent. Hein. Si vous êtes journaliste, elles ont plutôt tendance à se fermer. Mais si vous êtes romancier, elles ont plutôt tendance à s'ouvrir. Pour Lucia, mon dernier roman, j'ai été rencontrer un professeur de criminologie à l'université de Salamanque. J'ai rencontré ses élèves, ses étudiants, le groupe d'apprentis criminologues qui se trouvent là-bas. Parce que quand vous êtes romancier, les gens adorent parler de leur métier. Donc c'est assez facile. Et puis les policiers aiment qu'on parle de ce métier en traitant bien leur profession. Ben, il y a ça aussi, parce que de temps en temps, ils trouvent pas mal d'erreurs dans les romans contemporains et ça les gêne un peu. Donc voilà. J'essaie d'être assez scrupuleux dans la façon dont je décris le métier, oui. Voilà. Et surtout, quelquefois, il y a des indicateurs de police qui interviennent. Et il y a un indicateur des douanes, justement, qui est Marc-François Xavier et Jean-Philippe Fievet, que vous avez peut-être connu. En fait, il a multiplié les actions d'infiltration qui ont fait tomber d'importants narcotrafiquants de la mafia. Résultat, on l'a lâché. Il a purgé 10 ans de prison en Espagne, en Angleterre, au Canada et en France, trahi par les gens qui l'employaient. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est fabuleux. Non, mais c'est un vrai roman. Oui. Ouais. J'espère qu'un jour il l'écrira. Il l'a écrit. Vous devriez le lire parce qu'il y a peut-être à creuser derrière. Extrêmement intéressant. Alors, d'autres choses intéressantes, c'est une date, le 12 mai 2019. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bernard Minier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Minier. Nous parlerons tout à l'heure de Lucia, votre nouvelle héroïne, ce nouveau roman, ce thriller chez XO Éditions. Le 12 mai 2019, j'ai retrouvé cette date. C'est le jour où le Sunday Times vous classe dans son top 100 des meilleurs romans policiers depuis 1945, en précisant c'est une vive retranscription des lieux et de la présence menaçante du mal qui n'est jamais totalement bannie. Ouais, faut pas grand chose à ajouter. Non, mais... c'est une reconnaissance extraordinaire. Je veux dire, pourquoi ce roman, pourquoi moi? Enfin, en tout cas, moi, ça me rend extrêmement fier. Comment vous l'avez appris, en lisant le journal? Je crois que je l'ai appris par ma maison d'édition, il me semble. Oui. Ça vous a surpris? Ah complètement, bien sûr. Surtout que le Sunday Times publie des sondages annuels sur tous les sujets possibles et imaginables, les universités britanniques, les personnalités les plus riches. Et ce journal, The Times, Sunday Times, a été créé en 1822 et n'a pas de rapport avec The Times, alors que certains pensent que ça a un rapport. On vous a envoyé un diplôme, un prix, quelque chose? Non, rien de tout ça, mais ça change rien au fait que je suis dedans et ça va rester. Voilà, et c'est aussi, ça faisait seulement 8 ans que vous écriviez, ça mesure le chemin parcouru. Et puis surtout, c'était le premier, c'était pour glacer mon premier roman, je veux dire, qui était au départ un coup d'essai, donc voilà. Et roman que vous aviez envoyé, je crois, à 5 éditeurs. Par la poste, avec 6 € de timbre, même pas en recommandé. Et alors? Sur les 5, il y en a 4 qui m'ont contacté, dont le premier au bout de 3 semaines. Voilà. Donc j'ai pas eu l'angoisse de la lettre de refus dont on tapisse sa salle de bain ou à la Francis Scott Fitzgerald ou à la Patricia Cornwell, ça a été tout de suite, voilà. Et ça vous a surpris? Bien sûr. Je suis pas mégalo au point de penser que je méritais tout ça. Donc oui, j'ai été très surpris. D'autant que j'avais envoyé ça avec mon adresse, mon numéro de téléphone et rien d'autre. Et je me rappelle que le premier message, le premier coup de fil qui est arrivé, c'était « Mais qui vous êtes ?» Oui. Voilà. Donc j'ai répondu, contrôleur des douanes. Voilà. Et tout de suite, ça a fonctionné. Alors après, j'ai pu... la plupart de ces maisons d'édition, du reste, se trouvaient sur la ligne 4 du métro, pour être un peu plus précis. Oui. Elles sont toutes bien connues. Et oui, j'ai pu aller à la rencontre des éditeurs. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur XO et je ne regrette rien. Et après avoir vu tout le monde? Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait aussi des questions d'avaloir, il y a des questions de contrat. Des questions de tirage surtout et de mise en place, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des lecteurs. On écrit pour être lu. Et quand vous avez eu autant de lecteurs dès le premier livre, vous avez été surpris? Bien sûr, j'étais surpris. Quand on voit tous les romans qui paraissent chaque année, comme pourquoi le mien, oui, bien sûr. Et vous l'expliquez comment, avec le recul?
Je préfère pas chercher à expliquer ça parce que sinon je serais tenté d'appliquer toujours la même recette. À part le fait que je travaille beaucoup, mais je suis pas le seul. Et puis sans doute que j'ai rencontré mon public parce que les histoires que je raconte, mes petites histoires intéressent les gens et mon personnage, sans doute que les lecteurs et lectrices y sont attachés. Voilà. Oui, en même temps, vous êtes peut-être tombé au bon moment où le public avait envie de thriller parce que c'était pas évident il y a quelques années. C'est vrai. D'ailleurs, les éditeurs étaient un peu plus réticents qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, toutes les maisons d'édition veulent faire du thriller, Ouais. du bon, du mauvais, on voyait de tout. Mais à l'époque, oui, c'était pas du tout le cas. Mais oui, je suis arrivé, je pense à la bonne période. Et aujourd'hui, c'est un des genres les plus courus, les plus aimés par les lecteurs. Ce qui est étonnant avec vous, Bernard Minier, c'est que le succès immense n'a rien changé à votre vie. Vous habitez toujours le même petit pavillon que quand vous étiez contrôleur des douanes. Ah non, ça c'est plus le cas. Ah, c'est plus le cas. Non, j'ai déménagé. Non, j'ai une maison un peu plus grande maintenant et je suis près de la forêt. Je suis dans un en fait, j'ai déménagé aussi. D'ailleurs, quand j'ai déménagé, c'est parce que j'ai plus de place pour mes livres. Et comme j'ai acheté beaucoup de livres entre-temps, il a fallu s'agrandir. Voilà. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de livres? Ah oui, j'en ai énormément. Oui, je lis de tout. Je suis quelqu'un qui dévore le papier et l'encre. Voilà. Et puis je suis pas du tout liseuse, donc il y en a partout. Voilà. Et en même temps, et vous arrivez à les classer, à vous y retrouver? Oui, mais en fait, ma maison ressemble un peu à un cabinet de curiosité. Il n'y a pas que des livres. Il y a des tableaux, il y a des crânes, il y a des maps mondes, il y a des globes terrestres, il y a plein de choses. Et alors il y a un endroit pour la science-fiction, le fantastique, il y a un endroit un coin pour le polar, il y a un coin pour la littérature générale, la poésie, le théâtre, pour les essais. Puis après il y a des livres qui sont peut-être les favoris, qui eux sont dans des endroits disposés stratégiquement dans les endroits les plus faciles d'accès. Et vous arrivez à tout lire, à tout relire? Je relis beaucoup plus que je lis en réalité. J'aime bien relire. Je crois que c'est Borges qui disait qu'il est aussi important de relire que d'avoir lu. Et moi, par exemple, sur la cheminée, j'ai la Comédie humaine, Balzac, et quand je sais pas quoi lire, je vais juste prendre un volume sur la cheminée. Et ça, c'est entre deux écritures pour vous plonger un peu dans autre chose? Oui, parce que ce que j'évite de faire, en revanche, c'est quand j'écris, de lire mes confrères, parce que j'ai pas envie d'être influencé ou voilà, donc je lis tout sauf du thriller. Voilà. Et écrire, ce sont plusieurs heures par jour, quoi qu'il arrive, 7 jours sur 7. Oui, c'est Stephen King qui disait que le métier d'auteur consiste à écrire et à lire, et non-stop en fait. Oui. C'est-à-dire tôt le matin, tard le soir? Moi, je suis un écrivain diurne, donc j'écris dans la journée. La nuit, je suis incapable d'écrire, je suis incapable d'avoir les idées claires. Il faut beaucoup de lucidité pour écrire, et moi, la lucidité, c'est le matin et l'après-midi. Ça veut dire s'enfermer complètement? Ah oui, mais voilà, j'ai la chance de vivre dans une maison, dans un coin assez tranquille. Il n'y a pas beaucoup de bruit et oui, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude pour travailler. Voilà. Et de temps en temps, vous allez en forêt de Rambouillet avec votre seul luxe, qui est un vélo électrique, je crois. Exactement, oui, tout à fait. Ça m'évite de trop pédaler dans les côtes. Oui, c'est un cadre magnifique là où je vis et puis je crois que c'est Nietzsche qui disait que les idées viennent en marchant, mais elles viennent aussi en pédalant. Et puis je crois que la forêt de Rambouillet, elle abrite depuis 30 ans à peu près des wallabies, des petits kangourous, je sais pas si vous le savez, qui sont échappés d'un zoo et qui se sont reproduits et qui ont l'air très heureux là-dedans. On les croise de temps en temps. Ah je les ai jamais croisés, mais j'aimerais bien. Et alors, il se trouve que votre méthode de travail aussi n'a pas changé depuis le début, c'est-à-dire que vous vous mettez complètement dans la peau de vos personnages, Bernard Minier. Oui, parce que le thriller, c'est aussi un exercice d'empathie. Il faut créer cette identification entre le lecteur, la lectrice et les personnages, et ça suppose d'aller dans les détails, dans l'intime, dans quelque chose de... au fond, la littérature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle examine en fait aussi bien l'univers, dans sa globalité que l'existence des individus, aussi bien dans leur vie sociale que dans leur vie la plus intime. Et ça suppose soi-même de s'identifier au personnage, d'éprouver les émotions qu'éprouvent les personnages et de les partager avec le lecteur. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un exercice d'empathie, c'est-à-dire que les lecteurs, les lectrices doivent se mettre dans la peau du personnage, doivent éprouver ce que éprouve le personnage, et pour ça, il faut déjà que l'auteur le fasse. Oui, mais en même temps, c'est quelquefois difficile parce qu'il y a des moments très durs dans vos livres, et il faut se mettre dans la peau du personnage, Bernard Minier. Oui, après, tout ce qui se passe dans mes livres, je ne l'applique pas à la lettre, évidemment, mais j'ai suffisamment d'imagination pour ça, mais de temps en temps, oui. Ce que je m'efforce de faire, c'est que je vais sur tous les lieux que je décris, et c'est rencontrer des gens
quand je parle d'un métier comme criminologue, par exemple, espagnol, je vais à la rencontre d'un professeur de criminologie en Espagne. Et votre seul luxe, finalement, ce sont les palaces où vous descendez? Oui, pas si souvent que ça. Alors ça, c'est une légende urbaine. Oui. J'ai eu le malheur de dire, je crois que c'est un journal économique bien connu qui une fois m'a demandé, mais vous avez, avec tous ces droits d'auteur, qu'est-ce que vous en faites? Vous avez pas de... Et j'avais eu le malheur de répondre, j'ai pas de voiture de sport, je vis pas dans un manoir, mais de temps en temps, je descends dans un grand hôtel. Et ils ont titré Bernard-Minier aime les palaces. C'est quand même une légende urbaine. Voilà. En même temps, de temps en temps, vous descendez. Je crois qu'il y a le Ritz-Carlton à Hong Kong où vous êtes descendu, mais en même temps, c'était pour des raisons professionnelles. Ah, ça, c'était pour écrire Aime le bord de l'abîme, parce qu'au début du roman, Moira, qui est le personnage principal, qui est une spécialiste d'intelligence artificielle, arrive à Hong Kong et pour la loger en attendant de lui trouver un appartement, l'entreprise qui l'a embauchée, qui est une sorte de super de Facebook chinois ou de Google chinois, la loge au 113e étage du Ritz-Carlton de Hong Kong, qui est le plus haut hôtel du monde. Et donc je me suis dit, puisqu'elle va dormir là, je vais le faire aussi. Et j'ai dormi dans cette chambre extraordinaire où on voit tout Hong Kong à ses pieds. Voilà, c'est exactement, et c'est presque au-dessus des nuages. C'est incroyable, on a l'impression d'être dans un avion, un vaisseau spatial, on survole tout. Alors, il y a une chose étonnante à Hong Kong, c'est que le plus grand bâtiment de la ville, il a 88 étages, sauf que certains sont factices par superstition. Parce que le chiffre 4 se prononce comme le mot mort, donc pas l'étage 4, 14, 24, 34, 40, 44, 54, 64 et 74. Mais ils ont plein de superstitions, hein, en fait. Là-bas, par exemple, quand vous rentrez dans la chambre 113, au 113e étage, dans cet hôtel Ritz-Carlton, vous ne voyez pas la chambre elle-même parce qu'on ne rentre jamais à cause de cette histoire de Feng Shui, on ne rentre jamais directement dans une chambre en ligne droite parce que les démons vont toujours en ligne droite. Donc, quand vous rentrez dans les chambres, c'est toujours tordu. Il y a toujours un couloir pour empêcher le démon de pouvoir arriver jusqu'à la chambre. C'est comme ça qu'on trouve des idées pour les romans? Voilà. Ça vous a servi à chaque fois. Alors, ce qui est étonnant avec vous, Bernard Minier, c'est que vos livres voyagent plus souvent que vous. C'est-à-dire que je crois qu'on en est à 25 langues aujourd'hui. C'est ça, oui. D'ailleurs, j'ai remercié tous mes lecteurs à la fin de Lucia. Oui. J'ai remercié tous mes lecteurs du monde entier, pays par pays, parce que c'est tellement extraordinaire d'être lu sur finalement tous les continents par des gens aussi différents. Ouais, c'est quelque chose dont je n'arrête pas de m'émerveiller. Et qu'on n'explique pas non plus? Je ne sais pas pourquoi mon flic toulousain qui va enquêter dans les Pyrénées intéresse aussi bien les lecteurs taïwanais, coréens que sud-américains ou européens, j'en sais rien. Oui, il y a la Tchécoslovaquie qui vous lit beaucoup. Oui. Vous êtes numéro 1 à chaque fois. Le Japon aussi. Oui, le Japon, la Corée, enfin il y a tout, on pourrait en citer plein. Puis il y a 25 langues, mais étant donné qu'il y a l'espagnol et l'anglais dedans, ça fait beaucoup plus de pays. Voilà. Et vous récupérez les volumes en langues étrangères? J'essaie, oui. Je les ai pas tous, parce qu'il y en a tellement, mais j'en ai quelques-uns. Oui, je fais des vitrines avec. Voilà. Et on comprend que c'est un livre, la traduction, parce que quand c'est en japonais, en général, on ne sait pas. Ah si, on reconnaît les caractères tout de même. Mais en plus, ils sont magnifiques. Graphiquement, ils sont très très intéressants. C'est très différent des nôtres. Et les Italiens ont dit de vous, Bernard Minier, que vous êtes le plus grand auteur européen, et les Espagnols vous ont appelé le roi du thriller. Ah je leur laisse la responsabilité de cette déclaration. Oui, mais en même temps, vous étiez fait pour ça dès le départ. Oui, évidemment que c'est comme on dirait aujourd'hui, c'est le pied. Alors, il y a aussi une chose, c'est que je me suis aperçu que certains auteurs français étaient au départ plus connus à l'étranger qu'en France. Ça a été le cas de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson. Le livre a commencé à marcher à l'étranger. En France, ça marchait pas du tout. Puis finalement, elle est revenue en France et ça a marché. Alors moi, ça a été pas du tout le cas. Hein. Ça a commencé vraiment à démarrer en France, mais on a Glacé, mon premier roman, a très très vite connu le succès en Allemagne aussi, qui a été un des premiers pays à me traduire. Alors je crois qu'il y a un roman qui est inédit, qui aurait dû sortir au moment du 11 septembre 2001. Oui, alors je sais pas si on doit en parler. Oui, j'avais écrit un roman 10 ans auparavant qui s'appelait Le jour de Paris, qui imaginait un attentat pendant un G7 ou un G20, je me rappelle plus, à Paris, avec une bombe atomique qui était bricolée, enfin reconstituée, qui arrivait en pièces détachées, qui était reconstituée par un groupe terroriste, un commando d'Al-Qaïda. Mais c'était avant le 11 septembre. C'était à l'époque où assez peu de gens connaissaient Al-Qaïda, et moi j'avais réussi à obtenir tout l'organigramme de l'organisation.
En fait, j'avais rencontré plein de gens. J'avais rencontré des gens du service action de la DGSE à l'époque. J'avais même visité un CEA, mais clandestinement, grâce à certaines complicités. J'avais été aux États-Unis aux portes de la CIA pour avoir des renseignements. J'avais visité la Maison Blanche, enfin en partie, tout ça en touriste en quelque sorte, parce que je voulais déjà être très sérieux au niveau de l'information. Et ce livre donc n'est pas pu sortir parce qu'il y a eu les attentats du 11 septembre. En fait, il aurait dû sortir 6 mois avant. On avait commencé à en parler avec une maison d'édition, et puis oui, les attentats sont arrivés et tout ça avait plus beaucoup de sens, puisque finalement ce que j'avais imaginé d'une certaine manière était arrivé, et au fond toutes les informations que moi j'avais obtenues, qui m'avaient demandé des mois et des mois de travail, étaient dans la presse. C'est fou ça. Oui, c'était pendant 10 ans, ça m'a un peu coupé les jambes, et j'ai fait des concours de nouvelles avant de me remettre à écrire Glacé. Voilà, et il y a eu ensuite d'autres choses, et puis il y a ce roman dont on va parler qui est sorti le 31 mars 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Minier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Minier, donc 31 mars 2022, sorti de Lucia chez XO Éditions, votre nouveau roman, et pour la première fois, une héroïne féminine. Oui, Lucia qui était Lucia Guerrero, alors Lucia comme la lumière en quelque sorte, et Guerrero comme la guerrière. En même temps, c'est la première fois que vous faites intervenir une femme, mais les femmes étaient très présentes dans les romans précédents. Exactement, depuis le premier, et du reste, depuis Glacé, où on avait quand même Diane Berg, cette psy suisse envoyée dans les Pyrénées, et Irène Ziegler, la gendarme, qui prenait presque autant de place que Servaz. Voilà. Et Lucia fait partie de l'élite des services de police judiciaire de la garde civile. Oui, qu'est-ce que c'est ? La UCO, c'est l'unité centrale opérationnelle, c'est un service c'est le service de police judiciaire par excellence de la Guardia civile, et c'est la grande différence avec ce qui se passe en France. Par exemple, mon héros fétiche, Martin Servaz, était au SRPJ de Toulouse, il va pas aller enquêter à Versailles ou à Lille, il reste dans sa région. En revanche, la UCO, qui se trouve basée à Madrid, les équipes sont projetées partout en Espagne, là où il y a des crimes complexes. Voilà, et donc ça m'intéressait aussi cette possibilité-là de pouvoir envoyer Lucia un peu partout. Et en même temps, c'est une femme dans un univers d'hommes, c'est pas facile. C'est ça, mais alors c'est une femme qui a du caractère, elle est vraiment du chien, elle est entière, elle triche pas, elle arrondit pas les angles non plus, elle dit tout ce qu'elle pense, et c'est formidable d'avoir un personnage comme ça, parce que c'est ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Et comment est venue l'idée, Bernard Minier ? J'ai quelques femmes autour de moi, dont certaines sont peut-être espagnoles, qui ont aussi ce caractère-là, cette personnalité-là, ce chien-là, et qui ça m'apparaît comme une évidence qu'un jour ou l'autre, ce personnage devait exister. Et le point de départ, c'était effectivement une enquête sur le meurtre de son équipier, qui on retrouve crucifié sur un calvaire, ce qui est pas très joli. Mais alors crucifié sans clou, en fait. Oui. On a l'impression qu'il flotte parce qu'il est collé à la croix en question. Et en effet, et très vite, Lucia va s'apercevoir que ces crimes sont peut-être liés à d'autres crimes qui, eux, sont inspirés de tableaux de la Renaissance. Alors justement, vous avez choisi de situer l'action avec un groupe d'étudiants en criminologie de l'université de Salamanque. Pourquoi ? Parce que déjà je voulais que ça se passe dans une vieille université, vous savez, comme Oxford, Cambridge, etc. Quelque chose de pittoresque, avec aussi cette idée de la transmission du savoir, qui est quelque chose qui moi me fascine. Et Salamanque, il se trouve que c'est une des plus vieilles universités d'Europe, après Paris, après Bologne, après Oxford et Cambridge. C'est la plus vieille d'Espagne. C'est la plus vieille d'Espagne en activité, et elle a été fondée en 1218, donc ça date pas d'hier. Et par le roi Alphonse IX, je crois, de Léon. Et c'est une ville, Salamanque, qui est absolument incroyable. Salamanque, c'est un décor de théâtre ou de cinéma. C'est une machine à voyager dans le temps. Voilà, il y avait tout ça aussi qui m'intéressait. Alors, cette université, le pas de sa porte d'entrée est connu pour ses motifs en relief, sculptés parmi lesquels il y a une grenouille qui est posée sur un crâne humain, et certains élèves parient même réussir leurs examens après avoir touché cette grenouille. Exactement, c'est une façade qui est incroyable. C'est ce qu'on appelle le style plateresque, qui comporte des éléments de la Renaissance et aussi du gothique. C'est une façade très chargée. On appelait ça à l'époque aurore vacui, c'est-à-dire aurore du vide, évidemment. Et donc, voilà, avec énormément d'ornements, et au milieu de tous ces ornements, de toutes ces figures célèbres, mythologiques, on a ce crâne, et on a sur ce crâne cette petite grenouille qui incarne en fait la fugacité des plaisirs charnels. Et le défi, on demande aux étudiants de la trouver, mais enfin maintenant tout le monde sait où elle est. Alors, il se trouve que vous n'avez pas choisi l'université de Salamanque par hasard. Oui, parce que en fait, je cherchais aussi à y situer un groupe de criminologie.
Et le seul groupe de criminologie, donc ce sont des étudiants doctorants pour l'essentiel, qui existent dans une université espagnole, se trouve à l'université de Salamanque. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, c'est la plus vieille d'Espagne. Il y avait aussi cette idée-là. Et il y a cette ville qui est fabuleuse. Donc vous êtes allé les voir, ils vous ont montré une salle d'ailleurs où il y a les portraits de Charles Manson, des empreintes digitales. Oui, en fait, la réalité a finalement dépassé la fiction, c'est-à-dire que ce groupe de criminologie travaille dans les sous-sols de la faculté de droit. On se croirait dans le silence des agneaux, quoi. Et je cherchais alors c'est assez bizarre à dire. Quand j'ai visité leur bureau, j'ai trouvé que les bureaux étaient un peu petits parce que je cherchais à y coller une tente de campagne modèle familial. Pourquoi oui. Parce qu'il y a un étudiant qui est agoraphobe. Oui. Donc il a mis ses ordinateurs sous une tente. Et donc je leur ai dit, il me faut une pièce plus grande, ça va pas. Et là, on s'est mis à la recherche. Et il y en a un qui s'est souvenu qu'il y avait un laboratoire de criminologie qui n'était plus utilisé. Donc, on a été chercher la clé chez le concierge. On est redescendu dans le sous-sol. On a ouvert et on a tous découvert en même temps cette pièce incroyable avec des portraits de Charles Manson, de tueurs en série sur les murs, des empreintes digitales, un mannequin démantibulé, des microscopes. Et en plus, comme la fenêtre en est condamnée, elle est éclairée au néon du matin au soir. Je me suis dit, c'est parfait, c'est le cadre idéal. Et personne n'y avait songé. Elle était abandonnée. Et en fait, ils s'en servaient plus. Oui. Non. Et du coup, alors, je sais pas si depuis s'en resservent de nouveau. Mais en tout cas, le jour où ça sera traduit en espagnol, ça va devenir mythique. Oui, en même temps, ils connaissaient vos précédents romans, ces étudiants. Ah non, même pas, parce qu'en Espagne, je suis traduit, mais c'est pas le pays où j'ai le plus de succès. Non, mais je pense qu'à partir de maintenant, ils vont me lire, oui. Voilà. Et il y avait un professeur aussi qui vous a inspiré, Bernard Minier. C'est lui, en fait, qui nous a ouvert les portes de son groupe, parce que ce professeur a un groupe de doctorants, qui une demi-douzaine d'étudiants avec lui, professeur de criminologie et de criminalistique à l'université de Salamanque, et il nous a il m'a formidablement accueilli, il m'a montré tous les locaux, y compris le centre informatique de l'université qui supporte un fameux logiciel dans le roman qui s'appelle Dimas. Et oui, et donc il a été très coopératif, mais il ne ressemble pas du tout au personnage du livre qui est un vieil érudit entouré de livres, qui écoute Handel et Boccherini, etc. Non, Eduardo, puisque c'est son prénom, voilà, est quelqu'un de notre temps, il est différent. Oui, mais il est très important dans ce livre. Vous parlez de livres, c'est que vous avez également visité la bibliothèque de cette université, qui est un lieu incroyable. C'est une bibliothèque qui contient, je ne voudrais pas dire de bêtises, 60 000 volumes publiés entre le 16e et le 18e siècle, mais aussi des incunables, des manuscrits, des antiphonaires. Et c'est quand vous êtes. Alors le public n'a pas le droit d'y accéder, n'a pas le droit d'y entrer. C'est aussi une sorte de palais de la Renaissance, cette bibliothèque. Et oui, c'est un lieu de savoir, mais c'est un lieu d'histoire aussi. C'est extraordinaire là-dedans. Et ça vous a passionné, Bernard Minier, parce que vous êtes un étudiant frustré. C'est ça. J'ai aucun diplôme à part le bac. Enfin, j'ai pas été très très assidu dans mes études et la sanction est tombée et depuis je suis plutôt un autodidacte, mais je suis fasciné par le savoir universitaire, mais toutes ces vieilles universités comme Oxford, comme Cambridge que je viens de citer, comme Salamanque, comme la Sorbonne, voilà, qui ont des racines très profondes dans l'histoire. Vous n'êtes pas le seul. Regardez Sacha Guitry qui a fait 12 6e. Et à la fin, son père lui disait, tu vas te marier en 6e. On voit ce que ça a donné ensuite. Oui. Bon, on est plein dans ce cas, on est plein comme ça, et tant mieux. Évidemment que les diplômes font pas tout. Alors, dans ce roman Lucia, il y a un tueur en série, un meurtrier, qu'on appelle le tueur à la colle, justement. Oui, parce que, comme on l'a dit, le premier cadavre est trouvé collé sur une croix. Et surtout, ce tueur, sans trop dévoiler, il a l'habitude de mettre en scène ses victimes qui sont des couples a priori heureux, des jeunes couples. Il les met en scène en s'inspirant de tableaux de la Renaissance, eux-mêmes inspirés des Métamorphoses d'Ovide. Et pour que ces cadavres tiennent en quelque sorte, il les colle. Et les Métamorphoses d'Ovide, ça a été écrit en 3 ans avant Jésus-Christ. Et Ovide avait des liens, on le découvre aujourd'hui, était apparenté à Jules César et à l'empereur Auguste par sa sœur. Ça l'a pas beaucoup aidé au moment de son exil, voilà. Parce qu'il a été exilé quand même très loin. Alors pourquoi justement ces Métamorphoses d'Ovide? Comment vous êtes passionné de tableaux de la Renaissance? C'est venu comment cette idée, Bernard Minier? Oui, moi j'ai une passion pour tout ce qui est peinture de la Renaissance, le Quattrocento, le Cinquecento, le baroque, aussi bien flamand qu'italien, et j'ai eu aussi un rapport avec les textes classiques, les textes anciens, et les Métamorphoses, c'est un des textes évidemment les plus célèbres, mais c'est surtout ça qui m'intéressait. Métamorphoses, c'est d'une violence inouïe. Il y a des crimes épouvantables
les métamorphoses. Il faut savoir que les dieux, les Grecs et latins, étaient tout aussi violents, jaloux, menteurs et manipulateurs que les simples mortels. Et donc les métamorphoses sont pleines de meurtres, de vengeance, d'actes abominables. Donc finalement, c'est du polar avant la lettre. Oui, il y avait 12 000 vers, je crois, ce qui est énorme. Oui. Vous les avez lus? Mais, alors, pas tous. Enfin, j'ai lu et relu. Mais c'est aussi très rapide. Comme j'ai dit, Italo Calvino parle de ce rythme serré qui sont dans les métamorphoses et qui finalement correspond totalement à ce qu'on fait aujourd'hui dans le thriller. Voilà. Et le thriller, justement, il faut construire une histoire autour de ça. Et là aussi, il a fallu travailler pendant des heures et des semaines pour construire cette histoire. Parce que, évidemment, il s'agit avant tout d'une histoire, de raconter une histoire. Il s'agit d'être aussi palpitant et addictif que possible. Et ce rapport, ce va-et-vient constant entre le passé et le présent, oui, la construction, c'est essentiel dans le thriller. Alors, il y a aussi des liens familiaux, parce que je crois que votre mère était d'origine espagnole. C'est ça. Ma mère est née dans le Haut-Aragon, c'est-à-dire dans le nord de l'Espagne, pas très loin des Pyrénées, et elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Et vous avez découvert l'Espagne adolescent et plus tard quand vous avez rejoint votre père. Oui, non, mon père est d'origine français. Hein, oui. Mon père était un enfant de l'assistance publique. Il est né en région parisienne, à Deuil-la-Barre. Oui. Drôle endroit pour naître, mais on faisait comme ça. Et mais c'est vrai que je suis parti à l'adolescence et plus tard à la vingtaine, je suis parti découvrir mes racines maternelles. Et ça coïncidait avec cette période extraordinaire qui s'appelait la Movida. Voilà. Et que vous avez vécu, et l'Espagne est en filigrane dans ce roman, parce que l'Espagne est un lieu idéal pour un tueur aussi. Et puis l'Espagne, elle a énormément changé, et c'est ça aussi qu'on voit d'ailleurs dans les séries télé espagnoles aujourd'hui. Il y en a plein sur les plateformes, mais on voit l'Espagne a beaucoup progressé dans plein de domaines. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce contraste entre un pays qui est devenu très moderne finalement, et ce passé, cette tradition de l'autre côté. Et puis l'auteur que vous êtes, qui écrit visuellement, a été fasciné par Salamanque parce que c'est un décor de cinéma. Oui, vous pouvez pas faire un pas à Salamanque sans vous heurter contre un monument, contre un témoignage du passé. Vous pouvez pas lever le regard sans apercevoir un clocher, un campanile, une tour. Voilà, cette ville-là est incroyable. Et ça apparaît justement dans l'enquête de Lucia, c'est en filigrane. Oui, tout est lié au fond. Il y a cette espèce de cohérence. Les tableaux de la Renaissance et la peinture, la ville de Salamanque, l'université, la très vieille université européenne, et en même temps cette modernité à travers ce logiciel qu'utilisent les étudiants, dont deux sont informaticiens. C'est ça qui m'intéressait, ce mélange des genres. Oui, car vous avez inventé un logiciel pour ce livre. Oui, Dimas, qui n'existe pas, je précise, mais qui ressemble à ce qui existe aux États-Unis avec le VICAP, que tous ceux qui ont vu ou lu le Silence des Agneaux connaissent, ou avec le Salvac en France, c'est-à-dire un logiciel qui découvre des liens secrets, des liens cachés entre des meurtres, des liens qui sont passés inaperçus des équipes d'enquêteurs jusqu'à présent, soit parce que ce sont des équipes différentes dans des régions différentes, soit pour d'autres raisons. Et ce logiciel-là, lui, va débusquer ces liens cachés. Oui, et permettre justement d'aller sur les traces du tueur. Exactement. Et d'ailleurs, dans Le Silence des Agneaux, qui est un film, qui est l'un des, je crois, le seul film avec New York, Miami et avec Vol au-dessus de Kiki, de Coucou, à avoir remporté 5 Oscars. Oui, c'est quand même incroyable parce que c'est quand même un film de genre, c'est un film policier, c'était vraiment, c'est presque à la limite de l'horreur, de rien. Mais Le Silence des Agneaux, c'est un chef-d'œuvre absolu, comme le roman du reste. Hein. Voilà. Mais je crois que ces romans, ces films vous ont inspiré, parce que Le Silence des Agneaux, bon, si on le voit la nuit, on dort pas ensuite. Ah, moi ça va, je dors très bien après ça. Voilà. Mais moi c'est un de mes films préférés, oui. Mais il y a déjà un premier film absolument remarquable qui avait été tourné par Michael Mann quelques années plus tôt, qui s'appelle Le Sixième Sens, ne pas confondre avec le film de Night Shyamalan, qui était inspiré d'un roman de Thomas Hardy, Dragon Rouge, où le rôle de Lecter était interprété par un autre très grand acteur qui est Brian Cox. Voilà. Et en même temps, Le Silence des Agneaux, c'était tellement tendu sur le plateau que le metteur en scène avait ordonné qu'on raconte des histoires drôles entre les prises pour se détendre. Et comme quoi, le cinéma, c'est quand même l'art de la tromperie. Et voilà un roman qui pourrait devenir un film. Oui, on a déjà quelques producteurs qui se sont manifestés pour en faire plutôt une série. Aujourd'hui, on l'a dit, on est à l'époque des séries. Oui. J'ai La Vallée, un de mes précédents romans qui va être adapté par Gaumont en série. Et on a déjà quelques producteurs, ça serait plutôt une production franco-espagnole qui s'intéresse à Lucia. Mais vous écrivez vos romans et quand on lit Lucia, c'est un film, vous construisez ça comme un film de cinéma? J'ai une écriture assez cinématographique, oui, c'est vrai. C'est assez visuel dans l'ensemble. Donc oui, il y a matière. Voilà. Et vous pourriez les adapter?
Oui, mais c'est un deuxième métier, scénariste, et j'avoue que je suis assez lent comme auteur, donc j'ai besoin de beaucoup de temps et c'est assez chronophage, mais pourquoi pas. Mais enfin, vous écrivez quand même un livre tous les ans, de plus de 600 pages. Oui, c'est ça, donc j'y passe beaucoup de temps déjà, donc scénariste, il faut encore dégager du temps. Et est-ce que Lucia aura une suite ? Je pense qu'elle va revenir, oui, Lucia. Oui, je pense que ce personnage, j'espère, mais je suis presque sûr que les lectrices et les lecteurs vont l'aimer, vont s'attacher à lui comme ils se sont attachés à Martin Servaz, parce qu'elle est entière, comme j'ai dit, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle triche pas, parce qu'elle est, voilà, elle a du chien, elle a du caractère, et moi j'ai bien envie de la faire revenir. Oui, et parce que vous avez aussi un lectorat féminin. Exactement. C'est-à-dire que finalement, les femmes vous écrivent beaucoup, lisent, se passionnent pour le thriller ? Ah ben, j'ai plus de lectrices que de lecteurs, oui. Alors j'ai des lecteurs aussi, mais oui. on voit bien, j'étais ce week-end à Quai du Polar, où il y a énormément de monde qui sont venus voir les auteurs, et il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est un avantage et c'est un bonheur. Absolument. Lucia, en tout cas, c'est un bonheur. C'est votre nouveau thriller chez XO Éditions, aussi passionnant que les précédents. Et je suis convaincu qu'il va toucher beaucoup de lectrices et beaucoup de lecteurs. Merci beaucoup. Merci à vous, Bernard Midi, Merci. d'être revenu dans les Clés d'une vie. Puis à bientôt, parce que vous êtes ici chez vous. Très volontiers. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.